Il existe un fossé immense entre ce que nous racontent les manuels d'histoire et ce que nous pouvons observer dans la réalité pour peu que nous ayons un regard professionnel. Il suffit d'écouter l'avis d'un tourneur expérimenté de haut niveau pour que la version officielle de la création de nombreux monuments architecturaux tombe en poussière. Lorsqu'on nous dit que des vasques géantes en granit, comme la baignoire de Babolovo pesant 48 tonnes, ont été créées à la main par des artisans ayant poli la pierre pendant des années, un professionnel ne peut que sourire. Les traces d'usinage racontent une toute autre histoire. Il s'agit d'une production industrielle d'un niveau qui dépasse même de nombreuses capacités modernes. Prenons par exemple la colonne d'Alexandre. Ce n'est pas simplement un bloc de granit de 600 tonnes, c'est un corps de révolution parfait, ayant une forme géométrique complexe. Elle possède un entasis, ce n'est pas un simple cône. Il est physiquement impossible de fabriquer un tel objet sans un tour géant. Si vous demandiez à n'importe quel maître artisan moderne de créer ne serait-ce qu'une copie réduite d'un tel objet en polystyrène dur ou en bois, en utilisant uniquement des outils à main et en exigeant un rayon parfait, il refuserait, qualifiant la tâche d'absurde. Une étude détaillée révèle que ces colonnes sont des structures d'ingénierie complexes. Leurs composants sont parfaitement ajustés et faisaient probablement partie de dispositifs techniques du passé dont la fonction nous est aujourd'hui inconnue. Les technologies utilisées tout récemment, il y a à peine 200 ou 300 ans, sont stupéfiantes. Nous parlons de maçonnerie polygonale, où des blocs pesant des centaines de tonnes sont assemblés avec une précision inatteignable pour nous, ou de méthodes de béton géopolymère permettant de mouler le granit et le marbre. Les sculptures réalisées dans un seul bloc de pierre, imitant un voile fin ou un filet de pêche, témoignent également de l'existence de machines programmables de haute précision, et non du génie d'hommes solitaires armés d'un marteau et d'un burin. Cependant, à la fin du XIXe siècle, ce savoir a été totalement perdu, et les méthodes de travail de la pierre artificielle oubliées. Une question logique se pose. Où a disparu la civilisation qui possédait un tel potentiel industriel ? La réponse réside probablement dans des événements catastrophiques survenus au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Les chercheurs pointent des traces d'un conflit global ressemblant à une guerre thermonucléaire. Le résultat en fut un hiver nucléaire et l'année sans été consignée dans les chroniques de 1816. Dans les sources anglo-saxonnes, cette période est sombrement appelée 1800 and froze to death, 1800 et mort de froid, lorsque le froid a détruit les récoltes et la végétation. Les traces de ce cataclysme sont imprimées sur la surface de la planète, sous la forme de nombreux cratères parfaitement ronds qui se sont aujourd'hui transformés en lacs entourés de remblais de calcaire brisés. Dans de nombreux pays, il y en a des centaines. Une preuve encore plus éloquente est l'état des forêts. Dans l'hémisphère nord, il est pratiquement impossible de trouver des arbres vieux de plus de 200 ans. La plupart des massifs forestiers ont soit brûlé dans la guerre planétaire, soit gelé durant l'hiver nucléaire qui a suivi. Si l'on regarde les chroniques et les premières photographies du milieu du XIXe siècle, prises en Crimée ou en Sibérie, on voit des paysages presque désertiques, où la végétation commence à peine à se rétablir. Après cette catastrophe, le développement de l'humanité a été renvoyé au niveau d'une société féodale. Les survivants ont commencé à réapprendre les technologies les plus simples, passant progressivement au charbon et à la vapeur. La civilisation actuelle n'est que l'ombre d'une époque révolue. Nous sommes des enfants jouant sur les ruines de géants. Nous ne pouvons pas prouver la supériorité de nos ancêtres par leur équipement, car il a été ferraillé ou fondu pendant les périodes de chaos et de reconstruction. Cependant, les preuves gisent littéralement sous nos pieds, car pour le fonctionnement d'une civilisation hautement développée, tout le tableau périodique des éléments était nécessaire, ce qui signifie une extraction massive de ressources naturelles. Pour voir la vérité, il suffit d'appliquer la méthode de l'analogie à la construction. Jusqu'à un certain moment, les maisons étaient construites en blocs de calcaire parfaitement découpés, avec des joints si serrés qu'on ne pouvait même pas y glisser une lame de rasoir. Les premiers étages de tels bâtiments sont aujourd'hui souvent enfouis à plusieurs mètres sous terre, ce qui s'observe dans de nombreuses villes du monde. Plus tard, la qualité de la maçonnerie a chuté drastiquement,
ce qui témoigne non pas d'un progrès, mais d'une dégradation technologique. L'ampleur de l'extraction du principal matériau de construction, le calcaire, dans le passé était exorbitante. Ce qu'on appelle aujourd'hui des villes rupestres sont en réalité d'anciennes carrières. Les ornières dans la pierre, attribuées aux charrettes de la noblesse, sont en fait les traces de lourdes machines minières. Si l'on projette mentalement une carrière moderne dans le futur de milliers d'années et qu'on la soumet à l'érosion, elle sera indiscernable des monuments historiques que les guides présentent comme d'anciennes colonies. Dans les catacombes de Crimée, qui s'étendent sur des milliers de kilomètres, on voit distinctement au plafond et sur les murs les traces de scies circulaires d'un diamètre d'environ 2 mètres. L'épaisseur de la coupe indique qu'il s'agissait d'une découpe machine et non d'un travail manuel. À la fin du XIXe siècle, on pouvait encore surprendre des scènes où d'immenses segments étaient soigneusement découpés dans les pentes, et des villages entiers construits à l'intérieur des niches résultantes. D'énormes volumes de roches étaient retirés, laissant des passages larges de centaines de mètres. Ce qu'on nous présente aujourd'hui comme des canyons pittoresques, des vallées et des gorges, se révèle être, à y regarder de plus près, le résultat de travaux d'extraction. Des parois rocheuses verticales, au pied desquelles gisent des tas de gravats fins et de pierres non conformes, sont l'image typique d'une carrière abandonnée. Les rizières coulant au fond de tels canyons n'ont pas creusé ces lits pendant des millions d'années. Elles ont simplement occupé les dépressions formées après que l'équipement lourd a retiré la roche et ouvert les nappes phréatiques. Toute la surface de la planète représente une mine géante, exploitée de manière barbare, où pratiquement aucun espace vierge n'a subsisté. Si l'on tente de trouver la réponse à la question de savoir où ont disparu les créateurs des chefs-d'œuvre mégalithiques, nous nous heurtons inévitablement à une hypothèse sombre qui bouleverse complètement notre compréhension du passé récent. Il est évident qu'une civilisation aussi puissante ne pouvait pas simplement s'évaporer ou partir pacifiquement en abandonnant ses villes et ses outils. Tout indique un conflit global, une catastrophe massive qui a divisé l'histoire en un avant et un après. Les chercheurs qui recoupent les faits arrivent à la conclusion qu'au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, la planète a survécu à un impact destructeur dont les conséquences ressemblent à une frappe thermonucléaire massive. Il s'agissait très probablement d'une guerre d'anéantissement, et peut-être loin d'être la première dans l'histoire de la Terre. Une conséquence directe de cet événement fut un changement climatique brutal, que la science officielle appelle timidement le petit âge glaciaire, ou des anomalies locales. Cependant, les chroniques ont gardé la mémoire de l'année 1816, entrée dans l'histoire comme l'année sans été. Dans les sources anglophones, on la nomme sinistrement 1800 and froze to death. Cette année-là, il a neigé en été, les récoltes ont péri et la famine a saisi des continents entiers. C'est la description classique d'un hiver nucléaire, lorsque la poussière et la suie soulevées dans l'atmosphère bloquent l'accès à la lumière du soleil, plongeant le monde dans le froid et la pénombre. Les traces de ce bombardement sont encore clairement visibles à la surface de la planète, si l'on sait où regarder et quoi chercher. Les territoires de nombreux pays, y compris la Biélorussie et l'Ukraine, sont littéralement parsemés d'étranges lacs parfaitement ronds. Ce ne sont pas des formations naturelles, ni des traces d'impact de météorites, ce sont des cratères. Autour de beaucoup d'entre eux, on peut trouver des remblais de calcaire brisé, le matériau de construction principal de l'époque précédente, éjecté par l'onde de choc. Dans les régions où le niveau des eaux souterraines est élevé, ces cratères se sont remplis d'eau, formant des lacs. Là où le climat est plus sec, il reste des cicatrices béantes sur le corps de la Terre, témoins muets de la tragédie. Une autre preuve irréfutable d'une catastrophe récente est l'état des forêts. Si l'on étudie attentivement les massifs forestiers de l'hémisphère nord, on peut remarquer une étrange régularité. Il est pratiquement impossible de trouver des arbres vieux de plus de 200 ans. Les vieilles forêts reliques, dont on faisait des légendes, ont disparu. Une partie a brûlé dans les incendies de la guerre planétaire, l'autre partie a gelé durant l'hiver nucléaire qui a suivi. Pour s'en convaincre visuellement, il suffit de se tourner vers les preuves documentaires du milieu du XIXe siècle.
Les premiers photographes de guerre, tels que Roger Fenton et James Robertson, arrivés en Crimée en 1853 pour photographier le siège de Sébastopol, ont capturé des paysages radicalement différents des paysages modernes. Sur leurs clichés, nous voyons un désert presque nu et brûlé. Il n'y a presque pas de végétation et les pentes des collines sont exposées. C'est l'état de la nature, à peine 40 ans après la catastrophe supposée. Un tableau similaire s'observe sur les photographies de Sibérie de la fin du 19e siècle. D'immenses espaces où la forêt commence à peine à se rétablir, de minces arbres perçant à travers le sol qui a survécu à l'apocalypse. L'humanité, ayant survécu à cet enfer, a été renvoyée des siècles en arrière dans son développement. Nous avons régressé au niveau d'une société féodale, perdant l'accès aux hautes technologies et aux savoirs de nos ancêtres. Les régions qui ont le moins souffert, en particulier le monde anglo-saxon, ont tiré profit de cette situation. En un siècle et demi, ils ont pu soumettre les restes de la civilisation, réécrivant l'histoire selon leurs besoins. La révolution industrielle, qu'on nous présente comme la grande réussite du 19e siècle, n'était en réalité qu'une tentative de rassembler les éclats du passé. La machine à vapeur au charbon et la métallurgie primitive sont une régression comparée au béton géopolymère et à l'électricité atmosphérique. Même le tableau périodique des éléments, prétendument rêvé par un grand chimiste, n'était probablement qu'un fragment de savoir préservé, injecté dans le circuit scientifique sous une forme déformée. La civilisation actuelle n'est qu'une ombre du passé. Nous sommes des enfants jouant dans un bac à sable sur les ruines de géants. Il est impossible de le prouver par l'analyse de l'équipement industriel, car toutes les machines du passé ont été détruites. Dans les périodes de dévastation, par exemple après l'effondrement de grands États, les gens, tels des fourmis, déterraient les restes de réseaux, câbles, tuyaux, pour les vendre à la fonte. La même chose s'est produite à l'échelle globale. Nous avons ferraillé l'héritage de nos ancêtres sans comprendre sa véritable valeur. Mais pendant que nous étions occupés à survivre et à restaurer un mode de vie primitif, nous avons manqué l'essentiel. Le paysage environnant, que nous avons l'habitude de considérer comme un environnement naturel, est en réalité artificiel. On nous a dressé à appeler les ruines rochers et les carrières gorges. Nous marchons sur une terre qui a été retournée, traitée et changée au-delà de toute reconnaissance, mais notre mémoire collective à ce sujet a été intentionnellement effacée. Nous regardons les montagnes et les vallées, admirant leur beauté, sans même soupçonner que devant nous se trouvent les traces du plus grand braquage de la planète de l'histoire. Pour comprendre la véritable ampleur de la civilisation dont nous prenons aujourd'hui l'héritage pour des paysages naturels, nous devons porter une attention particulière à ce qui se trouve littéralement sous nos pieds. La péninsule de Crimée sert de terrain d'essai idéal pour une telle recherche. L'historiographie officielle et les guides touristiques nous offrent avec insistance une version romancée du passé, nous parlant de soi-disant villes rupestres comme Eski-Carmen ou Tchoufout-Calais. Ils nous disent que des peuples anciens, des moines ou des guerriers vivaient dans ces rochers inaccessibles, creusant leurs cellules et leurs locaux utilitaires avec des burins primitifs pendant des siècles. Cependant, à y regarder de plus près, cette version ne résiste à aucune critique et se brise contre les faits bruts de la réalité technique. Si nous rejetons les contes de fées des guides touristiques et regardons ces objets avec les yeux d'un ingénieur ou d'un mineur, cela devient évident. Ce ne sont pas des habitations, mais les restes d'une exploitation industrielle massive de calcaire. D'étranges ornières profondément entaillées dans le plateau rocheux, que les guides expliquent par le trafic intense des charrettes de la noblesse locale, ne provoquent que la perplexité. Il est difficile d'imaginer combien de millions de fois une charrette en bois doit passer pour creuser une ornière jusqu'au genou dans la roche solide. Il est beaucoup plus logique de supposer qu'il s'agit des traces de lourds engins de transport, qui évacuaient la roche lorsqu'elle était encore dans un autre état, ou que les machines possédaient un poids et une puissance capables de déformer la pierre. Une expérience de pensée aide à tout remettre à sa place. Si vous prenez une carrière de pierre moderne, avec ses parois lisses et ses excavations rectangulaires, et que vous la transportez 10 ou 20 000 ans dans le futur, en la soumettant à une érosion éolienne et hydrique impitoyable, le résultat sera indiscernable des villes rupestres de Crimée.
Les coins adoucis et les voûtes effondrées ne sont que l'influence du temps sur une installation industrielle abandonnée. Mais les preuves ne se limitent pas à la ressemblance extérieure. Des faits sont cachés sous terre qui ne peuvent être mis sur le compte de l'érosion. La Crimée est littéralement criblée de milliers de kilomètres de catacombes dont le volume d'extraction donne le vertige. Officiellement, on affirme que la pierre était extraite avec des scies à main depuis l'époque des anciens Grecs. Cependant, en descendant dans ces souterrains, on peut trouver des traces distinctes de scies circulaires sur les plafonds et les murs. Ce ne sont pas des éclats chaotiques de pioches, mais des marques lisses et rythmiques de découpe machine. L'épaisseur de la coupe est d'environ 4 mm, et le diamètre du disque de coupe, à en juger par le rayon des traces laissé là où l'outil s'est arrêté, atteignait 2 mètres. Aucun humain n'est capable de faire tourner un disque de 2 mètres à la main avec une telle vitesse et précision pour couper la pierre comme du beurre. La carrière d'Inkerman attire particulièrement l'attention. Des images conservées de la fin du 19e siècle montrent une découpe colossale à travers une colline d'environ 100 mètres de large et 80 mètres de haut. Dans les parois verticales de cette gorge géante faite par l'homme, d'énormes niches sont visibles, qui furent plus tard adaptées pour le logement ou des entrepôts. Au pied de ces murs gisent des montagnes de fins éclats de calcaire et de débris non conformes, des résidus de production typiques qui avec le temps ont été recouverts par la forêt et ont commencé à être perçus comme une pente naturelle. Pendant la Grande Guerre patriotique, ces excavations géantes ont été utilisées comme bunkers prêts à l'emploi, où les camions entraient librement et où des hôpitaux et des usines entières étaient installés. La manipulation de la conscience réside dans la substitution des concepts. Ce qu'on appelle canyons et vallées pittoresques sont souvent le résultat de l'extraction de millions de tonnes de roches. Le rocher blanc à Belogorsk ou les vallées de la région de Bakhchisarai sont des parois de carrière. Les rivières coulant au fond de ces gorges ne les ont pas creusées pendant des millions d'années. L'eau a simplement pris le chemin de la moindre résistance après que les machines minières ont coupé les couches de roches et ouvert les nappes phréatiques. Une chaîne de montagnes se dressant sur le chemin d'une rivière est un barrage naturel, et la rivière la contournera toujours à moins que quelqu'un ne coupe artificiellement un passage à travers. C'est exactement ce que nous observons, des coupes géantes présentées comme l'œuvre de modestes ruisseaux. L'échelle impressionnante de l'extraction en Crimée, où il semble qu'il n'y ait pas un seul mètre cube de roche intouché, fait réfléchir au tableau global. Si un traitement aussi intensif du sous-sol a été effectué sur ce petit morceau de terre, que s'est-il passé sur le reste de la planète? Après tout, la Crimée n'est qu'un point minuscule sur la carte. Il est logique de supposer que les maîtres de cette réalité n'ont pas limité leur appétit à une seule péninsule. Pour évaluer la véritable ampleur du vol des ressources planétaires, il est nécessaire de s'élever et de regarder la Terre d'en haut, où les montagnes et les gorges qui nous sont familières apparaîtront sous une lumière complètement différente et effrayante. Si nous regardons notre planète non pas comme une réserve naturelle, mais comme un objet d'analyse technique, le voile romantique tombe, révélant une réalité industrielle effrayante. Nous sommes habitués à admirer la grandeur des chaînes de montagnes et la profondeur des canyons, les considérant comme des chefs-d'œuvre créés par le vent et l'eau sur des millions d'années. Il existe cependant un autre regard, basé sur la comparaison des formations géologiques avec les résultats du travail des machines minières modernes. Si nous comparons le profil d'une carrière, développée par une excavatrice à Roupel, avec certains sites naturels célèbres, la ressemblance devient non seulement évidente, elle est choquante dans ses détails. Les rotopelles modernes sont des géants capables de ronger la roche, laissant derrière eux un motif géométrique spécifique. Elles enlèvent le sol par étage, formant des structures en gradins, et se déplacent souvent en arc, laissant des coupes semi-circulaires caractéristiques. Maintenant, agrandissons mentalement ces traces des centaines de fois, et transportons-nous dans les coins les plus reculés de la planète. Groenland, Antarctique, Svalbard, des endroits officiellement considérés comme presque intouchés par l'homme jusqu'à récemment. Mais en étudiant attentivement les massifs montagneux de ces régions, par exemple les monts Watkins ou la chaîne transantarctique, on peut voir les mêmes motifs industriels douloureusement familiers.
d'énormes excavations semi-circulaires, des terrasses parfaitement lisses et des parois qui semblent avoir été tranchées par un couteau géant. La science officielle affirme que l'Antarctique n'a été découvert qu'en 1820. Cependant, son relief conserve les traces d'une exploitation barbare qui aurait pu se produire bien avant l'apparition des premiers explorateurs polaires. Les montagnes semblent avoir été éventrées, tout ce qui avait de la valeur ayant été retiré, ne laissant qu'une coquille vide. Il en va de même pour le mont sacré Kailash au Tibet. Sa forme pyramidale et étagée suscite la crainte chez les pèlerins, mais pour un spécialiste minier, c'est un terril typique, ou un témoin formé par une extraction par étage. L'altitude de plus de 6,5 km rend l'utilisation de l'équipement moderne impossible là-bas. Mais qui a dit que leur machine était similaire aux nôtres et avait les mêmes limites? L'exemple le plus frappant de mystification globale est le Grand Canyon aux États-Unis. On raconte à des millions de touristes une belle légende sur le fleuve Colorado, qui aurait prétendument sculpté cette pierre pendant des millions d'années. Mais si l'on regarde de près la structure du canyon, la théorie de l'érosion hydrique s'effondre. Le fleuve est un mince fil au fond d'un abîme géant. L'érosion hydrique crée des profils en forme de V, adoucit les angles et change le lit de manière chaotique. Le Grand Canyon démontre une structure claire avec des angles droits, comme si quelqu'un avait découpé la roche par morceaux. Les parois du canyon portent des traces d'impact mécanique ressemblant au travail de scies circulaires ou de mécanismes rotatifs de taille cyclopéenne. Ce n'est pas un lit de rivière, c'est un espace excavé, une carrière géante où l'extraction a été menée à une échelle industrielle incomparable avec les capacités de notre civilisation. Un tableau similaire s'observe partout dans le monde. De nombreux parcs nationaux américains, tels que Goblin Valley ou Canyonlands, sont essentiellement des mines épuisées, cyniquement nommées monuments naturels. La nature ne tolère pas les lignes droites et les formes géométriques idéales. Elle tend vers le chaos et l'adoucissement. Mais ici, nous voyons un ordre strict, des parois lisses, des corridors droits, des amphithéâtres étagés. C'est une signature industrielle. Nous, humains, avec nos excavatrices et nos bulldozers, ressemblons à des enfants dans un bac à sable comparés à ceux qui ont découpé ces continents. Leur équipement, à en juger par l'échelle des coupes, surpassait le nôtre des milliers de fois, leur permettant de retirer des chaînes de montagnes entières aussi facilement que nous raclons une couche de beurre sur une tartine. La réalisation que la Terre est une mine géante change la perception de la réalité. Nous vivons sur un objet traité. Mais si les chaînes de montagnes et les canyons sont des endroits où la roche a été activement retirée, coupée par couches et étages, une question logique se pose. Que reste-t-il après que la couche supérieure de la planète, épaisse de centaines de mètres, a été complètement enlevée? Lorsqu'une rotopelle à l'échelle planétaire termine son travail et s'en va, elle laisse derrière elle une plateforme plate et sans vie. Et le plus effrayant est que nous voyons ces plateformes tous les jours sur les cartes géographiques, sans même soupçonner ce qu'elles représentent réellement. La réponse à cette question vous horrifiera par son évidence, car nous sommes habitués à appeler ces zones par des noms complètement différents. La partie la plus effrayante de cette enquête industrielle commence lorsque nous déplaçons notre regard des parois verticales des canyons vers les espaces horizontaux. Si nous imaginons le travail d'une excavatrice retirant la roche couche par couche, il devient évident que le résultat final de son activité est une plateforme parfaitement plane, débarrassée de tout superflu. C'est ce qu'on appelle le fond de carrière, ou la semelle. Maintenant, regardons une carte du monde. En particulier, ces zones marquées en jaune et désignées comme déserts. La comparaison de ces deux images mène à une conclusion choquante. Les plus grands déserts de la planète ne sont pas des caprices du climat, mais le fond de carrière géante et épuisé. L'échelle de l'enlèvement du sol dans ces zones défie la compréhension du point de vue de la logique humaine ordinaire. Il semble qu'un éventreur planétaire ait travaillé sur la planète, retirant méthodiquement la couche fertile supérieure avec la végétation, les animaux et le sol sur une profondeur de centaines de mètres. D'immenses territoires d'Asie centrale, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, Kazakhstan, Iran, sont privés de sol fertile non pas parce qu'il y a simplement une sécheresse.
La géométrie du paysage suggère qu'une couche colossale de roches a été tranchée sur ce territoire. Les étendues et les plateaux au Kazakhstan, par exemple, montrent des limites claires là où les machines se sont arrêtées. Nous voyons des élévations qui sont des restes de l'ancien niveau de surface, et d'énormes plaines nivelées comme une table qui sont devenues des déserts. Ceci est particulièrement visible dans l'exemple de la célèbre Monument Valley aux États-Unis. Ces buttes de roches rouges s'élevant au milieu d'un désert plat ne sont pas le résultat de l'érosion. Ce sont des témoins, un terme de géologie désignant des sections de roches laissées pour évaluer le volume initial des gisements. Les sommets de ces rochers montrent le niveau auquel se trouvait la surface du sol avant le début de l'exploitation. Tout l'espace entre eux a été vidé, évacué et traité, ne laissant qu'une fondation de pierre nue. Un tableau similaire s'observe dans le désert du Namib en Égypte et dans les déserts rouges d'Australie. Ce sont des territoires raclés à zéro où le sol est absent en tant que classe et la surface représente la roche-mère nue ou une couche de dépôt sédimentaire. Certaines de ces fosses géantes se sont ensuite remplies d'eau, se transformant en mer et en lac, dont l'origine suscite des questions chez les hydrologues. La mer d'Azov, par exemple, s'intègre parfaitement dans la théorie d'une carrière inondée. Son fond est plat comme une table, et la profondeur maximale ne dépasse pas 15 mètres, ce qui est totalement atypique pour des dépressions tectoniques naturelles. Si nous asséchions l'Azov, nous verrions une plateforme typique sur laquelle roulaient autrefois des excavatrices de la taille d'un gratte-ciel. Il existe une version selon laquelle du thorium était extrait dans cette région, ce qui est confirmé par la présence de sables radioactifs dans la région d'Azov. La mer d'Aral et la mer Caspienne portent également les signes de l'origine artificielle de leur bassin. Lorsque nous regardons les images satellites, nous voyons qu'une partie importante des terres est colorée dans des tons jaune-orange. Ce sont les couleurs du sous-sol exposé. Nous sommes habitués à penser qu'un désert est un écosystème naturel. Mais l'analyse du relief dit le contraire. Les déserts sont anthropiques. Ils sont apparus à la suite d'une activité métallurgique prédatrice et à long terme d'une civilisation hautement développée. Soit c'était une extraction planifiée des ressources par les habitants du passé eux-mêmes, soit une exploitation barbare après la capture de la planète par une force extérieure. Dans tous les cas, le résultat est le même. La peau fertile de la Terre a été arrachée, et la chair exposée de la planète a séché au soleil. Cependant, tout processus de production d'extraction de minéraux est inévitablement lié à la loi de conservation de la masse. Si vous extrayez des milliards de tonnes de minerais des profondeurs, vous ne pouvez pas simplement les dissoudre dans l'air. L'extraction se compose toujours de deux étapes, l'obtention du concentré précieux et l'élimination de la roche stérile. Si les déserts, les mers et les canyons sont des lieux d'extraction, ces fameux trous géants dans le corps de la Terre, alors quelque part doivent se trouver des montagnes de déchets correspondant à leur volume. Nous regardons le paysage environnant avec admiration, photographiant des pics majestueux et des élévations en forme de cône, sans même soupçonner que nous admirons en réalité des déchets toxiques de la production d'enrichissement, que les anciens industriels ont simplement jetés en tas. Toute activité industrielle, surtout à l'échelle de l'extraction planétaire, obéit à la logique implacable du bilan matière. Si nous admettons que les canyons géants et les déserts sont des lieux de retrait de roches, la question se pose inévitablement. Où sont passés les milliards de tonnes de déchets ? Il ne suffit pas d'extraire le minerai, il faut l'enrichir en séparant le concentré précieux de la roche dite stérile. Dans les usines modernes d'extraction et de traitement, cela conduit à la formation d'énormes terrils et de bassins de résidus. Si nous extrapolons ce processus au passé, nous devons chercher à la surface de la Terre des monticules artificiels de taille colossale. Et ils sont à la vue de tous. Nous sommes juste habitués à les appeler volcans, collines et buttes pittoresques. Regardez la structure d'un terril typique, par exemple dans le bassin houiller du Donbass. C'est une montagne conique de roches en vrac, à l'intérieur de laquelle se produisent des réactions chimiques continues. Sous la pression de sa propre masse et en raison de la présence de résidus de charbon ou de produits chimiques à l'intérieur du terril, la température augmente. Il commence à brûler, à fumer et parfois même à exploser,
rejetant des gaz chauds et des cendres. Comparez maintenant cette description avec le comportement du célèbre Vésuve en Italie. On nous dit que c'est un volcan, une fenêtre naturelle sur les profondeurs ardentes de la Terre. Mais si vous regardez dans la caldeira du Vésuve, nous ne voyons pas de parois de granit fondues par la lave, caractéristique d'une percée magmatique. Les parois sont constituées de roches stratifiées et meubles qui peut être creusées avec une pelle ordinaire. C'est la structure classique d'un terril artificiel. Ces éruptions ne sont pas la colère des dieux ou une activité tectonique, mais le résultat d'une surpression de gaz accumulée à l'intérieur par la combustion chimique des déchets. Cette hypothèse explique la nature de nombreux sommets emblématiques. Le Kliutchevskoï au Kamtchatka, un cône idéal de près de 5 km de haut. Le mont Fuji au Japon, le mont Taranaki en Nouvelle-Zélande, tous ont une forme géométrique suspectement régulière, caractéristique spécifiquement des structures artificielles. La géologie ne dessine pas à la règle, elle crée le chaos. Mais ici, nous voyons des projets de décharge unifiés et standardisés. Les explosions de ces volcans et la lave qui coule pourraient être de la roche stérile fondue lors de réactions exothermiques internes, mélangée aux réactifs chimiques des anciens transformateurs. Même les fameuses Chocolate Hills aux Philippines sont plus d'1 millier de cônes identiques dispersés sur un immense territoire, ce qui ressemble plus au déchargement de camions-bennes qu'à un caprice de la nature. Une autre question inconfortable concerne l'origine du sable. Nous sommes habitués à considérer les déserts comme des formations naturelles, mais pourquoi d'énormes masses de sable s'accumulent-elles au centre des continents, loin des mers et des océans ? Le sable, dans son essence chimique, est du dioxyde de silicium, du quartz. Dans l'industrie minière, le processus d'enrichissement du minerai nécessite souvent de le broyer en poussière pour augmenter la surface de contact avec les réactifs chimiques. Après l'extraction des métaux, il reste la roche stérile, ce fameux sable de quartz. Si vous regardez la carte du monde, les déserts de sable sont étonnamment adjacents aux zones minières. Les grands déserts du Nevada sont situés à côté du Grand Canyon. Les sables d'Asie centrale et du Moyen-Orient entourent des systèmes montagneux éventrés. Tout ce sable n'est rien d'autre que des déchets de la production d'enrichissement, cette boue dont on n'a plus besoin. Elle a simplement été déversée dans les basses terres ou utilisée pour combler les carrières épuisées. L'abondance de sable dans les vallées fluviales trouve également une explication logique. Les déchets étaient déversés dans l'eau et le courant les transportait le long du lit. C'est pourquoi le sable de rivière est souvent constitué exclusivement de quartz et non des minéraux à travers lesquels la rivière coule. C'est la trace poubelle de la civilisation. Les montagnes colorées, en Chine ou au Pérou, que les touristes admirent, représentent un spectacle encore plus sinistre. Leur couleur vive et non naturelle, rouge, jaune, turquoise, témoignent d'une forte concentration de composés chimiques. Ce n'est pas une beauté naturelle, mais des décharges toxiques où des minerais traités imbibés de réactifs reposent en couches. S'y promener sans équipement de protection peut être dangereux pour la santé. Mais on ne le dit pas aux touristes, car les itinéraires sont tracés le long de sentiers spécialement désignés. Ainsi, le tableau majestueux de la nature que nous observons s'effrite, laissant place à un panorama industriel sombre. Les montagnes sont des tas d'ordures, les volcans sont des décharges en feu, les sables sont des résidus chimiques. Toute la surface de la planète a été creusée, broyée, mâchée et recrachée. La Terre n'est pas le berceau vierge de l'humanité, mais une mine géante et épuisée où pratiquement aucun espace vivant n'a subsisté. Ce puzzle s'est assemblé et l'image qui en ressort est effrayante dans son désespoir. Mais qu'est-ce que ce savoir signifie pour nous, ceux qui vivent ici et maintenant ? Nous construisons nos villes sur la décharge de quelqu'un d'autre, sans soupçonner que notre civilisation n'est peut-être qu'un gardien temporaire sur un site fermé. La réalisation que notre planète est une carrière géante pratiquement épuisée mène à une conclusion philosophique inévitable et effrayante. Toute notre histoire, toutes nos réalisations et ambitions ne sont qu'une agitation sur une décharge laissée par une force plus puissante. Nous sommes comme des fourmis habitant une usine abandonnée,
Nous utilisons les débris d'anciennes structures, fondons des pièces rouillées et sommes fiers d'avoir appris à extraire des miettes de ressources des tas de déchets que les propriétaires précédents considéraient comme des ordures. Nous ne sommes pas les maîtres de la Terre. Nous sommes une civilisation parasite finissant les restes de la table du maître, vivant sur des déchets toxiques de la production d'enrichissement que nous appelons poétiquement sol et sable. Regarder vers l'avenir à travers ce prisme devient encore plus sombre. Si nous voulons voir la station finale de notre route, nous n'avons pas besoin de deviner ou de construire des modèles mathématiques complexes. Il suffit de regarder à travers un télescope notre voisin, Mars. La planète rouge est, apparemment, un exemple visuel de ce qui arrive à un corps céleste lorsque le processus d'extraction des ressources est mené à sa conclusion logique. Mars est une carrière exploitée jusqu'aux fondations. Son atmosphère est arrachée, l'eau évaporée ou pompée, et la surface est recouverte d'une épaisse couche de poussière oxydée, de la rouille restant après le traitement total du sous-sol. Les volcans géants de Mars, tels que le mont Olympe, sont ces mêmes terrils, seulement beaucoup plus massifs, témoignant que les capacités industrielles y ont fonctionné à la limite, jusqu'à ce qu'elles aient tout épuisé. Cette perspective nous force à repenser le but même de l'humanité. Les gens, les États et les nations vont et viennent, entrent en conflit et disparaissent dans le néant. Mais le processus de traitement de la matière ne s'arrête pas. Peut-être que notre forme de vie biologique n'est qu'une étape temporaire, nécessaire pour entretenir la carrière pendant sa conservation ou son développement lent. Nous sommes trop fragiles. Nous avons besoin d'oxygène, d'eau, d'une température spécifique. Nous dépendons de la biosphère que nous détruisons nous-mêmes en essayant de répéter les exploits technologiques de nos prédécesseurs. Cependant, la logique du développement industriel suggère l'étape suivante. Nous développons et construisons nous-mêmes, de nos propres mains, avec une persistance maniaque, ceux qui nous remplaceront. Nous parlons de la création de l'intelligence artificielle et de systèmes robotiques auto-réplicants. Les formes de vie à base de silicium, que nous nous efforçons de créer, deviendront les travailleurs idéaux pour l'étape finale de l'éviscération de la planète. Ils n'auront pas besoin d'atmosphère. Ils ne craindront pas le rayonnement de fond ou le manque d'eau. Ils pourront fonctionner efficacement dans des conditions similaires à celles de Mars et terminer ce que leurs créateurs, ou ceux qui étaient au-dessus d'eux, n'ont pas eu le temps ou n'ont pas voulu finir. Nous entrerons dans l'histoire après avoir rempli notre fonction de démarreur biologique pour la machine d'extraction éternelle. Il existe une vieille expression qui, dans le contexte de cette théorie, prend un sens sinistre et littéral. Les moulins de Dieu broient lentement mais sûrement. Il ne s'agit pas de justice supérieure ou de karma, il s'agit du processus implacable et mécanique de traitement de tout ce qui existe. Les meules de ce moulin universel tournent tranquillement, broyant les montagnes en sable, les océans en désert de sel, et les civilisations en une couche culturelle. La roue tourne régulièrement, et absolument tout sera sujet au changement. Nous sommes au seuil de comprendre que notre rôle dans l'univers pourrait être purement utilitaire. La Terre a déjà donné ses meilleures ressources. Les arbres géants de l'ère du silicium ont été coupés, les métaux précieux exportés, la couche fertile retirée. Nous vivons à l'ère de la clôture du projet, au stade de la réhabilitation, qui apparemment ne prévoit pas de retour à un paradis originel. Très probablement, le sort de Mars nous attend, devenir un monument froid et sans vie au plus grand vol de l'histoire du système stellaire, où le vent chassera éternellement le sable de quartz au fond des océans vides, recouvrant les traces de notre vanité. Et seuls les terrils silencieux, que nous avons pris pour des volcans majestueux, resteront des monuments éternels à cette production planétaire. Le processus n'est pas terminé, et les meules continuent leur travail, indifférentes au sort de ceux qui habitent temporairement la surface du matériau traité.